Maintenant qu'on a vu la condition suffisante d'extrémum local qui fait apparaître la matrice hessienne, voir si elle est positive, définie positive, ou si moins la matrice hessienne est positive ou définie positive, on va faire le lien avec les valeurs propres. Donc si je suppose que j'ai f une fonction de classe C2 sur un ouvert, que A est un point critique de f, et que je regarde la matrice hessienne, qui d'après le théorème de Schwarz est symétrique, donc d'après le théorème spectral, c'est une matrice qui est diagonalisable. Et donc, si f est de classe C2 sur un ouvert, oméga inclus dans Rp, A dans oméga un point critique de f, alors si le spectre de A est inclus dans R plus étoile, ça signifie que HF de A est dans SP++ de R, c'est une matrice symétrique définie positive, et donc par la condition suffisante d'extrême local, en A, f admet en A un minimum local strict. De même, si le spectre de HF de A est inclus dans R- étoile, ça va me donner que moins HF de A est une matrice symétrique positive, et donc f admet en A un maximum local strict. Donc si toutes les valeurs propres sont strictement positives, minimum local strict. Si toutes les valeurs propres sont strictement négatives, maximum local strict. Si jamais la matrice hessienne possède des valeurs propres à la fois strictement positives et à la fois strictement négatives, autrement dit, si l'intersection du spectre avec R plus étoile et avec R moins étoile sont tous les deux non vides, alors le fait d'avoir une valeur propre strictement négative, ça empêche la matrice hessienne d'être symétrique positive. Et le fait d'avoir une valeur propre strictement positive, ça empêche moins la matrice hessienne d'être strictement positive. Et donc je n'ai ni minimum local, ni maximum local. Et donc il n'y a pas d'extrémum local. Donc s'il y a au moins une valeur propre strictement positive et au moins une valeur propre strictement négative, si les deux conditions sont remplies, alors ce point critique ne correspondra pas à un extrémum local. Et enfin, il y a un cas douteux. Si jamais le spectre est inclus dans R+, mais que 0 est valeur propre, ou si le spectre est inclus dans R-, mais que 0 est une valeur propre, alors on ne peut pas conclure. Pourquoi on ne peut pas conclure? On va avoir un exemple où, dans un cas, on aura 0 valeur propre, on aura 0 comme valeur propre, et on aura un extrême local, et un cas où on aura 0 comme valeur propre, mais on n'aura pas d'extrême local. Les deux exemples sont très simples. Je prends les fonctions polynomiales qui à x, y valent associe x carré plus y cube. F est de classe C2 sur R2. Je calcule les dérivées partielles d'ordre 1. Par rapport à la première variable, j'obtiens 2x et 3y2. Je redérive par rapport à x, j'obtiens 2. Quand je dérive ça par rapport à y, j'obtiens 0. La dérivée croisée est bien la même, elle est de classe C2, donc j'ai 0. Et quand je dérive ça par rapport à y, j'ai 6y. Donc la matrice hessienne, c'est 2, 0, 0, 6y. Je cherche quand le gradient est nul. Bah, le gradient est nul quand x et y sont nuls, donc en 0, 0. Sauf que la matrice hessienne en 0, 0, c'est la matrice 2, 0, 0, 0, qui est une matrice symétrique positive, mais elle n'est pas symétrique définie positive. Alors, le fait quand même que la matrice ne soit pas, que moins h, la matrice hessienne ne soit pas symétrique positive, donc qu'elle ne soit pas dans S2-, entre guillemets, on pourrait dire, ça me dit quand même qu'il ne peut pas y avoir de maximum local. Mais la question de savoir s'il y a un minimum local, eh bien en fait en 0, 0, il n'y a pas d'extrémum local. Pourquoi? Parce que f de 0, 0 vaut 0, et pour tout y dans R, f de 0y vaut y cube, qui prend à la fois des valeurs strictement positives et strictement négatives au voisinage de 0. Et donc, j'ai une matrice hessienne qui est dans S2+, mais qui n'est pas dans S2++, et je n'ai pas de minimum local. Je n'ai même pas d'extrémum local. Si je prends la fonction g, qui à xy donne x2 plus y4, elle est aussi de classe C2, je calcule les dérivées partielles, donc je l'ai appelé g cette fonction pour ne pas confondre, les dérivées partielles par rapport à la première variable, 2x et 4y cube. Quand je redérive, j'ai un 2, quand je dérive par rapport à y, 0, quand je dérive par rapport à x, 0, ce qui est cohérent avec le théorème de Schwarz, et quand je dérive par rapport à y, j'ai un 12y carré, la matrice hessienne. Le point critique de g, bah, c'est 0, 0. En ce point, la matrice hessienne vaut 2, 0, 0, 0, donc j'ai la même matrice hessienne qu'ici, et pourtant, en 0, 0, ici, il y a un minimum global strict, puisque g de 0, 0 vaut 0, et pour tout xy non nul, g de xy est strictement positive. Donc là, la matrice hessienne qui est, positive, qui est symétrique positive, mais pas définie positive, ne suffit pas à savoir si oui ou non il y a un extrémum local. Alors, cette caractérisation avec les valeurs propres, bien en dimension 2, c'est encore plus simple, parce que j'arrive à connaître les deux valeurs propres d'une matrice symétrique de 2 en regardant juste le déterminant de la trace.
Donc c'est un exemple à connaître qu'on peut pratiquement réutiliser tel quel. En dimension 2, si oméga est un ouvert de R2, f de oméga dans R, une fonction de classe C2, et A dans oméga un point critique. D'après le théorème spectral, HF de A est diagonalisable. Donc je peux noter ces valeurs propres lambda 1 et lambda 2. Alors elles sont éventuellement confondues si jamais la matrice hessienne a deux valeurs propres, enfin il y a une valeur propre d'ordre de multiplicité 2 et qui va correspondre à un sous-espace propre de dimension 2 qui correspondrait en fait à la matrice hessienne égale lambda fois l'identité puisqu'elle est diagonalisable et elle n'aurait qu'une seule valeur propre. Donc les lambda 1 et lambda 2 ne sont pas forcément distincts, mais toujours est-il que dans tous les cas, HF de A est semblable à la matrice diagonale avec lambda 1 et lambda 2 sur la diagonale. Or, le déterminant et la trace de deux matrices semblables sont identiques, ce qui veut dire que le déterminant de la matrice hessienne que je vais noter D, c'est lambda 1 fois lambda 2, et la trace, c'est lambda 1 plus lambda 2. Et là, je vais avoir 4 cas. Si D est positif et T est strictement positif, si D est positif, ça veut dire que les deux valeurs propres ont le même signe. Strictement hein. Elles ont le même signe, et la trace est positive, donc elles sont toutes les deux positives. Donc HF de A est une matrice symétrique définie positive, et donc F admet en A un minimum local strict. Si D est strictement positif, ça veut dire que les deux valeurs propres ont le même signe, mais que T est strictement négatif, les deux valeurs propres sont négatives, donc moins HF de A est symétrique définie positive, donc F admet en A un maximum local strict. Si le déterminant D est strictement négatif, ça veut dire que les deux valeurs propres, il y en a une qui est strictement positive et l'autre qui est strictement négative, donc le spectre de HF de A va aller toucher des valeurs strictement positives et strictement négatives, donc il n'y a pas d'extrémum local en A. Et si le déterminant est nul, ce qui veut dire que HF de A n'est pas inversible, ça veut dire que 0 est valeur propre de A, ça veut dire qu'il y a 0 et une autre valeur propre positive ou 0 et une autre valeur propre négative, et là dans ce cas-là on ne peut rien conclure sur l'existence d'un extrémum local en A.